Bonjour à tous, alors cette petite vidéo pour les tout derniers exercices sur la partie 1 des suites. Il nous restait le 30, le 32, le 33. Sur les limites de suite, on va voir qu'il n'y a pas de grande nouveauté par rapport aux autres qu'on avait pu voir. En revanche, ce qui était intéressant dans deux de ces exercices-là, là, le 30 et le 33, si je ne me trompe pas, c'est qu'on aborde un peu l'algorithmique, qu'on n'a pas beaucoup eu le temps justement d'aborder cette année. Et c'est vraiment la bonne occasion, les suites. Et j'aurais aimé d'ailleurs en faire plus. Malheureusement, avec le contexte, il faut aller à l'essentiel. Mais bon, il ne faut pas perdre de vue non plus hein, que l'algorithmique fait partie des attendus de bac. Donc, il faut quand même de bac et d'ailleurs et pour le passage vers le supérieur, quoi. Hein. C'est quelque chose qu'on attend dans vos compétences et dans vos capacités quand vous allez faire quelque chose de, j'allais dire un minimum scientifique, mais même où il y a à minima des maths, et voire d'autant plus encore s'il y a maths physique ou maths SVT, voilà. Ce sont des, ou maths économie même maintenant j'imagine, ce sont vraiment des attendus aussi. Qui vont avec les maths et qui vont avec qui sont assez transversales même au-delà des maths, c'est ça que je veux dire. Bon, bref, je, je m'arrête sur ce point-là, mais voilà, c'était les petites nouveautés qu'on pouvait avoir dans le 30 et le 33. Nouveautés entre guillemets, parce que normalement vous apprenez rien par rapport à la seconde là, hein, dans cet exercice-là, mais je, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi vous qui néanmoins ont besoin d'explications là-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par corriger le 32, comme ça celui-là il sera fait, et celui-là n'avait pas de nouveauté particulière. Là, il s'agissait vraiment de trouver enfin de conjecturer les limites de suite à l'aide de la calculatrice. J'ai donc, ouais, je suis en train de voir, oui c'est ça. J'ai donc édité sur le simulateur, parce que comme je vous dis à chaque fois, hein, je ne peux pas malheureusement sur la même machine là avoir et l'oral et le simulateur, enfin et le tableau là comme ça, tuto et le simulateur malheureusement. Donc je les ai édités à l'avance. J'ai fait le choix de prendre ce qui est entre 0 et 10. Maintenant, encore une fois, comme je vous disais la dernière fois, hein, libre à vous après de vérifier sur votre calculatrice quand vous avez un doute et d'avancer en fait dans les rangs. C'est vrai que j'aurais pu montrer des rangs un peu plus lointains, puisque n étant s'étendre vers l'infini, moi je m'arrête à 10, bon c'est pas hyper pertinent. Mais c'est vrai qu'après j'avais déjà fait les captures d'écran et c'est un peu compliqué parce que c'est pas sur la même machine donc j'ai pas refait. Mais c'est vrai que ça serait plus intéressant par exemple d'avoir les rangs entre, je sais pas moi, 20 et 30. C'est déjà pas très grand, mais voilà, sans aller forcément très loin, déjà ça aurait permis d'avoir une meilleure, quelque chose de plus sûr, voilà, en termes de limite. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. Alors, la une. Donc, la une, c'est celle que j'ai traitée ici. Là, j'ai la 2. Là, j'ai la 3. Et la 4, comme votre calculatrice, vous avez dû le voir, et je l'ai dit déjà, ne peut faire que 3 suites à la fois. Je l'ai faite sur un nouvel écran. Donc, c'est la dernière. Alors, on y va. Donc, la toute première, moins 2 puissance n. Vous voyez, là, on se rend compte que. Et moins 2 puissance n, d'ailleurs, c'est une suite que j'avais traitée avec vous en classe. On en avait parlé de ça déjà. Donc ça saute en fait, ça fait 1, moins 2, 4, moins 8, 16, moins 32. C'est-à-dire que le nombre en lui-même, si je ne regarde pas le signe, ne fait qu'augmenter et de façon très rapide. On est quand même à 1024 déjà au rang 10. Mais il y a une alternance de signes. Donc en fait, tantôt je vais vers plus infini, tantôt je vais vers moins l'infini. Ça fait ping-pong. Donc en fait, dans ce cas-là, on l'avait dit d'ailleurs, hein, on en avait parlé, pas de limite. Puisqu'on n'est pas capable de dire si on va plus vers moins l'infini ou vers plus infini. Puisqu'en réalité, il va vers les deux. Un rang sur deux va vers plus infini, un rang sur deux va vers moins l'infini. Donc celle-là, on est dans le cas d'une suite qui est donc divergente en fait. Hein. Ça rentre dans le cadre des suites divergentes, mais qui n'a carrément pas de limite. On ne peut pas donner de tendance. Alors la 2 en revanche, on s'aperçoit quand même qu'il y a une stabilisation. Alors encore une fois, hein, là notamment pour celle-là, ça aurait été intéressant d'avoir la suite. En fait, si vous continuez sur votre calculatrice la suite V ici, vous allez voir que ça se rapproche inexorablement de 0,5. Voilà, il y a un moment où vous avez ça, etc. Sans jamais vraiment l'atteindre. Hein. C'est toujours ce que j'expliquais l'autre fois, c'est miette par miette. Mais néanmoins, on est quand même proche de 0,5. Donc là, dans ce cas-là, on peut dire qu'elle est convergente avec une limite qui semble être, alors c'est Vn, 0,5. Voilà. Alors une petite remarque sur l'intuition qu'il faut commencer à développer quand même pour l'année prochaine.
La première, bon, moins 2 puissance n, on pouvait quand même s'en douter, même sans faire les calculs. Enfin, ça, je pense que pas forcément besoin de l'expliquer, puisque on imagine bien que le 2 puissance n va exploser, et en fait, le moins, selon que la puissance est paire ou impaire, il va s'alterner. Moins, plus, moins, plus. Bon. La seconde, c'est un petit peu moins facile à imaginer, mais on peut quand même imaginer, je vais vous expliquer comment. Parce qu'en fait, quand n est très très grand, sur 3n plus 2, en fait, le plus 2 devient négligeable. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez n qui vaut 1 million, bon, 3 fois 1 million, c'est 3 millions, plus 2, ça ne va pas changer grand-chose, ça reste très très grand. Donc en fait, ce qui est en haut, ça se comporte comme 3n, le plus 2 ne va pas changer grand-chose. Et en bas, même principe, ça va se comporter plutôt comme 6n. Et donc, vous allez voir que si je garde que ça, bah, les n, du coup, je peux les éliminer, il me reste 3 sur 6. Et 3 sur 6, c'est 1,5, c'est 0,5. Donc vous aurez, alors vous ne le ferez pas exactement comme ça, hein, je, là je vais chercher en fait des choses qui dépassent encore même la terminale, que vous appliquerez peut-être pas directement comme ça, mais ça vous permet d'avoir une petite intuition quand même, de vérifier ce que vous avancez, etc. L'année prochaine, plus exactement, vous ferez une petite factorisation en haut et en bas pour faire apparaître ça et le démontrer, plutôt que d'être sur de l'intuition. Là, je ne peux pas encore vraiment vous faire ça, hein, donc j'utilise des choses intuitives qui ne sont démontrées que dans le supérieur et donc utilisées dans le supérieur. Mais néanmoins, intuitivement, ça se comprend. Donc j'essaie de vous donner un petit intermédiaire entre ce qu'on attend de vous cette année et ce qu'on attendra de vous l'année prochaine, on va dire ça comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que là, on pouvait le sentir quand même avec cette réflexion-là, que ça allait aller vers 0,5. La suivante, alors essayons justement de raisonner sans forcément regarder le tableau, après on va le regarder bien sûr. Au-dessus, j'ai quelque chose qui vaut soit moins 1, soit 1, puisque moins 1 puissance n, ça, selon la parité, hein, selon que la puissance soit paire ou impaire, ça va donner moins 1 ou 1. Et en dessous, j'ai donc n qui est très très grand, donc ça c'est très grand. Ça va même vers l'infini, le n plus 1. Donc en gros, je divise 1 ou moins 1, peu importe, par quelque chose de très grand. Donc par exemple, 1 sur 10 millions, moins 1 sur 10 millions. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ça va donner quelque chose qui est très très proche de 0. Ça, vous avez dû remarquer, je pense, hein, quand vous faites 1 divisé par un très grand nombre, ça vous donne quelque chose qui est très proche de 0. Et donc en fait, ben là, on se rend bien compte, sans même regarder le tableau, que plus n va être grand, c'est-à-dire plus le dénominateur, ce qui est en bas, va être grand, plus le résultat va être une miette. Ça va être vraiment très très petit. Donc là, dans ce cas-là, on aura une limite. Alors encore une fois, l'année prochaine, vous verrez la rédaction pour justifier tout ça sans le tableau. Ici, on peut le vérifier dans le tableau, ce que je vous disais, hein, on le voit là dans le tableau 3. En effet, déjà au rang 10, on est à 0,09. Et si vous continuez, justement, vous allez voir que petit à petit, ça vient se stabiliser sur 0. C'est-à-dire que le graphique, enfin la représentation graphique de cette suite-là, en fait, elle fait comme ça. Ça fait ping-pong, mais toujours autour de l'axe des abscisses, et ça finit par presque se coller à l'axe. Donc en hauteur, on est presque à 0. Voilà, donc voilà pour W. Et la dernière, alors la dernière est définie par récurrence. Dans ce cas-là, c'est très difficile d'avoir une intuition sur les limites. Bon, encore celle-là, c'est ce que vous appellerez l'année prochaine une arithmético-géométrique. Peut-être qu'on en parlera cette année d'ailleurs, parce qu'on aura une partie 2 sur les suites. Peut-être qu'on l'abordera, mais en tout cas, c'est assez difficile quand même. Alors, comme je disais, sur ces suites-là, cette famille-là, on peut quand même y arriver. Mais à votre niveau, en tout cas, c'est assez difficile d'avoir une intuition là-dessus. Donc là, bon, pour le coup, quand elles sont définies par récurrence, sauf exception, on va vraiment utiliser le tableau cette année, bêtement, je dirais. Et là, dans le tableau, justement, vous voyez assez vite que ça tend vers moins 4, puisque même la calculatrice elle-même l'arrondit à moins 4, tellement c'est très proche de moins 4. Et là, j'ai fait exprès, je me suis placée sur un des moins 4 pour vous montrer quand même, ici en dessous, que la calculatrice, elle sait que c'est pas exactement moins 4. Simplement, elle est obligée d'arrondir pour l'affichage. Donc ça n'est pas moins 4, mais on en est très très proche. Donc la 4, clairement, il semblerait que Zn tende vers moins 4, qui est donc une limite de suite convergente. Voilà, donc sur les 4, 3 était convergente, la 2, la 3, la 4, et la 1 ne l'était pas. Voilà, bon, ça c'était pour enfoncer le clou sur les méthodes de première concernant les limites de suite. Maintenant, le 30 et le 33, donc justement avec les petits algorithmes. Je me demande si je commence par le 30 ou le 33.
Bon, allez, faisons le 33, soyons fous. Je reviendrai sur le 30 juste après. Première question, on retrouve quelque chose du début de chapitre, étudier le sens de variation. Bon, ça, normalement, vous avez vu, sauf cas exceptionnel, on faisait en gros un plus 1 moins un, hein, sauf certains cas. Bon, là, on est bien dans le cas de un plus 1 moins un. Un plus 1, je rappelle que ça revient à remplacer les n par n plus 1, sans oublier de mettre les n plus 1 entre parenthèses. Moins un, donc c'est moins tout ce qui est dans un, donc là aussi j'ai une parenthèse. Je développe tout ça. Donc là, j'ai une identité remarquable pour n plus 1 au carré. Ensuite, je distribue mon moins 3, donc moins 3n moins 3. Et je distribue mon moins, donc moins n carré plus 3n. Là, j'ai les 3n qui s'éliminent, les n carrés aussi. Donc il me reste au final 2n moins 2. C'est ça. Voilà, 2n moins 2. Très bien. Donc on me demande d'étudier les sens de variation. Ça veut dire qu'il me faut le signe de ça. Alors, il faut quand même se méfier de z-2, c'est pas tout le temps positif. On peut le poser d'ailleurs. Hein. Quand est-ce que 2z-2 est positif? Bon, c'est assez évident, mais au moins ça vous montre, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez avoir cette technique-là. Vous résolvez, et vous allez trouver pour quel n. Positif, justement, ça correspond à supérieur ou égal à 0. Hein. C'est pour ça que j'ai mis ça. Pardon, parce qu'en fait, en même temps, j'appuie, excusez-moi. Oui, donc je disais, du coup après je résous pour trouver pour quel n, justement, mon 2n-2, c'est-à-dire le un plus 1 moins un, est positif. Et je trouve n supérieur ou égal à 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc n supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que un plus 1 moins un, donc je vais l'écrire là, donc un plus 1 moins un est positif pour n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire, ce qui signifie que un, la suite, hein, est croissante à partir du rang 1. Donc en gros, de U0 à U1, ça doit certainement décroître ou bien être constant. Et ensuite, c'est croissant. Voilà. Ah ben justement, conjecturer la limite. Alors justement, j'ai là à côté, j'ai fait pareil, la capture d'écran du simulateur. Donc quand vous rentrez votre suite, vous avez, oui, c'est ce que je pensais, de 0 à moins 2, c'est décroissant. Et après, à partir de moins 2, c'est au moins égal. Donc, ce qu'on appelle une suite croissante. Pas strictement croissante. Elle est strictement croissante qu'à partir de 2, visiblement. Parce que le rang 1 et le rang 2 donnent le même terme. Mais comme quand on dit croissant, ça peut aussi contenir des parties constantes. Croissant, c'est vraiment soit strictement croissant, soit constant. Hein, donc, du coup, quand on dit croissante, on peut partir du rang 1. Pas de problème. Et pour la limite, alors, la limite, là aussi, je ne suis pas allée bien loin. C'est vrai que là, pour le coup, ça aurait été intéressant parce que ça grimpe, mais pas si vite que ça. Bon, on peut quand même remarquer qu'à chaque fois, l'écart entre les deux termes qui se suivent s'agrandit. Donc, bon, ça n'a pas l'air du tout de se stabiliser quand même. Hein. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe quand n est grand, mais bon, en tout cas, vous pouvez me faire confiance ou vérifier sur votre calculatrice. Quand vous continuez ici, ça ne fait en effet qu'augmenter et de plus en plus vite. Donc, la conjecture sur la limite, ça va être plus l'infini. Limite de un égale, donc elle serait divergente, celle-là, vers plus l'infini. Ok. Et la question 2, donc là, on vous demande un algorithme. Alors, c'est une question, ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas beaucoup abordé cette année, très peu. Donc, un algorithme qui détermine le plus petit rang P tel que un soit supérieur ou égal à 10 puissance 4. Donc, à partir de quel rang un est supérieur ou égal à 10 puissance 4 10 puissance 4 étant 10 000. Donc on ne vous demande pas par contre de le déterminer, ce n. On pourrait, là on pourrait le résoudre en plus, même algébriquement, ça donne du second degré, hein, donc on pourrait le faire. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'écrire un algorithme, c'est-à-dire une espèce de recette, c'est ça un algorithme, hein, qui soit écrit de telle sorte qu'une machine soit en mesure de le comprendre. Une machine avec un logiciel de programmation. Donc il y a certaines requêtes, certains ordres, certaines instructions, c'est comme ça que ça s'appelle exactement. Il y a certaines instructions qui sont autorisées. Et avec ça vous fournit une espèce de langage avec des règles. Et avec ça, vous pouvez construire donc
une petite recette qu'on pourra après éventuellement programmer sur une machine comme la calculatrice ou un ordinateur avec Python par exemple, pour pouvoir le faire marcher tout seul. L'idée c'est qu'il fasse le boulot à notre place. Alors, donc on voudrait qu'il détermine un rang, donc on voudrait qu'il détermine un n, enfin tous les n d'ailleurs, mais un en particulier, celui où ça commence. Donc déjà, il va falloir lui faire calculer les termes. On va avoir besoin donc d'une variable u. Les variables, ce sont des cases mémoire, pour ceux qui ne se souviennent pas. C'est ce qui permet à l'ordinateur de faire des calculs en se souvenant des résultats qu'il a obtenus par ailleurs. C'est-à-dire que là, si je veux qu'il se souvienne à chaque fois du rang précédent, il va falloir que je le range, etc. On va voir de quoi on a besoin. Donc on a besoin qu'il calcule les termes. On a besoin aussi qu'il sache où on en est dans les rangs. Alors les rangs, déjà on peut peut-être l'initialiser. On vous dit que ça commence, que c'est sur n, sur l'ensemble des naturels, donc votre petit n va commencer à 0. Donc là, vous voyez, je mets une petite flèche pour dire dans n, donc c'est justement, c'est une case, c'est pour ça qu'on met une flèche, on rentre dans n la valeur 0. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ma mémoire en fait? Quand j'ai écrit ça, déjà, je lui ai dit qu'il faut qu'il me garde une case qui va appeler n, une case qui va appeler u, dans lesquelles je vais ranger des choses et je lui dirai ce qu'il doit en faire. Donc là, au départ, dans n, je mets 0. Ensuite, u, alors j'ai créé une variable u, on n'en a même pas vraiment besoin, à vrai dire. Donc, on va essayer de faire 100, parce que c'est vrai que là, j'allais le faire pour que ce soit peut-être plus cadré, mais en même temps, c'est aussi un des objectifs de l'informatique, de façon générale, hein, de ne pas non plus multiplier les variables quand il n'y a pas besoin. Donc pour l'instant, on va faire 100. Voilà, vous allez comprendre. Donc on voudrait qu'il calcule les termes tant qu'il n'a pas atteint 10 puissance 4. Donc justement, tant que c'est possible. Ça, vous avez, peut-être, vous l'avez vu l'année dernière. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis. Voilà. Tant qu'il comprend. Vous verrez, oui, si vous ne l'avez pas déjà vu, vous verrez que sur Python, justement, il y a tant que. Donc, il est en mesure de comprendre, une machine est en mesure de comprendre. Ça a été programmé de façon plus profonde. Hein, ça, c'est déjà fait, en fait, quand vous arrivez sur la machine. Et elle est capable de comprendre tant que. Donc, tant que, en fait, on voudrait lui dire tant que UN n'a pas atteint les 10 puissance 4, tu fais le calcul. Donc ça, comment on lui dit mathématiquement? UN, pour nous, c'est quoi? C'est n au carré moins 3n. Donc tant que n carré moins 3n est strictement inférieur à 10 puissance 4, voilà, faire. Donc là, on lui dit, tant que tu es dans un cas comme ça, tu fais telle chose. Donc faire quoi? En fait, on va juste faire une chose, c'est qu'on veut que le n passe au suivant. Donc dans n, on lui met n plus 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans sa mémoire quand il le fait pour la première fois? Il voit tant que, bon, c'est ce que ça veut dire. Là, il voit ça c'est ce qu'on appelle un test, c'est-à-dire qu'il va tester ça, là, savoir s'il doit faire ce qu'on lui a demandé ou pas. Donc, il faut que cette condition soit vérifiée pour qu'il le fasse. N carré moins 3n. Alors, il fait le calcul. N, il va le chercher dans sa mémoire, il sait que c'est 0. Donc, il va faire 3 fois 0 carré, moins 3 fois 0, il va trouver 0. 0, c'est bien plus petit que 10 puissance 4. Donc, il passe aux actions qu'il doit faire dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit n doit devenir n plus 1. Donc, on va mettre n plus 1 dans n. Donc, lui, ce qu'il fait, il calcule n plus 1. N vaut 0 à ce moment-là, donc ça devient 1. Et hop, il va le ranger dans n, sachant qu'il ne peut mettre qu'une valeur à la fois. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il efface la précédente et il va mettre 1 à la place. Et il revient, c'est-à-dire que le temps que, il a une particularité, d'ailleurs, il faut que j'écrive la fin aussi. Il a une particularité, c'est que c'est une boucle. C'est-à-dire qu'il va continuer à fonctionner tant qu'on n'a pas atteint, justement, le palier, le plafond tant que la contrainte, en fait, qu'on a mise se vérifie. Voilà. Donc, du coup, il revient au début et il recommence. Tant que, alors il refait son calcul avec n qui vaut 1. 1 au carré moins 3 fois 1. Donc là, ce sera le calcul d'après. Ah oui, pardon, j'avais mis des 3 partout. C'est 1 au carré moins 3 fois 1. Ça fait donc moins 2. Moins 2, c'est inférieur à 10 puissance 4. Ah bon, je continue alors. Donc qu'est-ce qu'on lui dit de faire là? De passer au rang d'après. Donc il va dans sa mémoire, à la place du 1, il met un 2. Et il recommence.
Donc je pense que vous avez compris l'idée. Là, il va le refaire avec 2. 2 au carré moins 3 fois 2, ça fait encore moins 2. C'est encore inférieur à 10 puissance 4. Donc, hop, il recommence. Donc, il passe à 3, etc., etc. Et il y a un moment, justement, puisqu'on a vu que la suite est croissante étant vers plus infini, enfin ça a l'air, hein. Donc il y a certainement un moment où il va atteindre un nombre qui est soit égal à 10 puissance 4, soit supérieur. Et dans ce cas-là, ben, la condition du temps que ne sera plus vérifiée, et donc il arrête. Et là, il faudrait quand même qu'il nous renvoie un résultat, parce que ce serait bien qu'on ait un résultat. Alors, ça dépend, d'ailleurs, je vais voir là si dans ce livre-là, ils l'ont mis ou pas. Ouais, return, ils l'ont mis. On peut mettre un return, c'est-à-dire un retour, c'est-à-dire qu'on peut lui dire explicitement de nous renvoyer quelque chose ou pas. Parce que même si on ne lui demande pas, en fait, c'est dans la variable, le résultat il va être rangé dans la variable n, et donc on pourra aller le chercher. En tout cas, ce qu'on veut qu'il nous retourne, c'est la dernière valeur de n, celle qui, justement, la première qui ne vérifiait pas la condition du temps que, qui ne permettait plus de faire le temps que. Donc là, si jamais on doit lui demander de retourner quelque chose, on va lui demander de retourner n, justement. Et ce n-là, ce sera le premier rang de dépassement du 10 puissance 4. Voilà, donc ça aurait été intéressant d'ailleurs qu'on le fasse aussi sur Python. Ça peut se faire. Simplement là, encore une fois, sur cette machine-là, sur ce PC-là, j'ai pas forcément, mais bon, j'ai pas installé. Et puis bon, de toute façon, il faudra peut-être dans ce cas-là que je vous consacre carrément un tuto sur ça pour revoir les bases quand même. Bon, on va voir. Je vous avoue que là, on essaie de pallier vraiment au contexte, d'aller à l'essentiel, de vous donner tout ce qu'il faut pour l'année prochaine. L'algorithmique en fait partie, bien sûr. Bien sûr. Mais comme ce sont des choses qu'on peut intégrer à tous les chapitres, on a toujours l'espoir que vous puissiez de toute façon le refaire en terminale, enfin le consolider. De toute façon, là, il faudra espérer. Mais c'est vrai que si on a un moment, si on peut, là, dans notre progression, dans notre programme, ça serait bien quand même que je vous fasse un petit tuto là-dessus, histoire de revoir vraiment ce qu'il faut. Et même histoire d'aller un petit peu plus loin, parce qu'en réalité, il y a des petites choses nouvelles, normalement en première, en algo. Donc bon, on fera vraiment, vraiment au mieux. En tout cas, voilà, c'est la partie algo. Et après, donc, ce qu'on appelle un algorithme, c'est quand c'est écrit en français, en fait, à la main, avec des notations qui restent, disons, naturelles. C'est de l'écriture naturelle. Mais avec déjà la structure et le raisonnement qui va parler à une machine. Après, justement, comme dans le 30, vous avez aussi la version Python, qui est la version programmée. C'est-à-dire que là, on s'adresse directement à la machine dans son langage. Donc il y a une traduction qui est faite encore entre l'écriture naturelle, comme on a pu le faire là dans le 33, et le langage de programmation. Mais les concepts mathématiques, logiques, restent les mêmes. C'est juste une question de traduction entre l'algo et la programmation. Alors justement, là on considère une suite cette fois qui est une suite définie par récurrence, donc U0 égale 3, et on va voir que ça change des petites choses dans l'algorithme justement. Parce que le but de l'algorithme sera le même, hein. C'est pour ça que je vous ai mis ces deux exos-là pour pouvoir comparer aussi. L'idée est de voir à partir de quand on va dépasser un certain seuil. Mais là, c'est sur une suite définie par récurrence. Voilà. Et là, on va voir que justement, la variable U, on ne pourra pas y couper. Tout à l'heure, on a réussi à ne pas l'utiliser parce qu'en fait, le U, on le calculait en live au fur et à mesure. Là, comme à chaque fois, on a besoin du précédent, on a besoin d'une mémoire. Donc la variable U, on ne pourra pas y couper. Alors, là, il vous aide un petit peu, cela dit, puisqu'il vous donne quand même un programme qui est certes incomplet, mais qui a quand même le mérite d'avoir été bien entamé. Et ça, normalement, ça vous aide, évidemment. Donc, vous voyez, justement, il prévoit une variable n et une variable u. While. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait cette partie-là sur l'algo l'année dernière, while, justement, je vais vous l'écrire là, ça veut dire tant que. Donc c'est exactement la traduction de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tant que n égale n plus 1, u égale et return n. Donc on vous demandait de compléter justement pour que ça nous renvoie le premier n où un dépasse m. Donc m, c'est ce qui est donné là en paramètre, en argument.
Alors, là, il y a beaucoup à dire parce que je connais pas votre niveau sur Python, mais bon, j'ai une vague idée, hein, je me doute que ça doit pas être bien folichon. Enfin, ça dépend de ce que vous avez fait l'année dernière, je sais pas. Alors, prenons du jaune, par exemple. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a à comprendre et à se souvenir? Parce que j'en profite, hein, tant qu'à faire. Alors, def, on l'écrit en fait du moment qu'on crée une fonction. Et en fait, en gros, du moment où vous allez utiliser Python, vous allez créer des fonctions. Donc, vous en avez besoin tout le temps. Donc ça permet de lui dire que dans sa mémoire, justement, il va appeler rang la recette qu'on lui donne derrière. Voilà, donc la recette qu'on écrit là, lui, il appelle ça une fonction, Python. Il va la garder en mémoire sous le nom de rang. Voilà, donc def, c'est pas le nom de la fonction, c'est ce qui permet justement de lui donner un nom. Ce qui est là, entre parenthèses, le M, ça, ce sera les données. C'est-à-dire que c'est ce dont on a besoin pour que la recette puisse fonctionner. En gros, ce sont les ingrédients. Voilà. Oui, c'est ça. C'est les ingrédients. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir besoin du M, parce que justement, on voudrait que UN, on voudrait savoir à partir de quand UN dépasse M. Alors ce M-là, concrètement, quand vous allez utiliser cette fonction, enfin cette recette, c'est vous qui allez le fixer. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir l'utiliser, vous allez mettre par exemple, vous allez lui dire je veux que tu exécutes la fonction qui s'appelle rang pour m qui vaut, je ne sais pas moi, par exemple 1000. Voilà. Et vous voyez, à la place de m, on va mettre directement une valeur quand on va l'appeler la fonction. Et cette valeur, lui, parce qu'en réalité, il a aussi une case mémoire m, quand on lui dit ça, il la crée automatiquement. Et là, dans sa case mémoire, il mettra 1000 et il sait qu'à un moment dans l'algorithme, enfin dans le programme, s'il a besoin de m, et ben, il ira chercher la valeur de m. Voilà. Donc cette première ligne, en gros, ça pose vraiment la base, donc le nom de la recette et les ingrédients dont on va éventuellement avoir besoin. Des fois, il n'y en a pas. Hein. C'est-à-dire que des fois, il y a juste les parenthèses, il n'y a rien dedans. C'est possible aussi. Ensuite, vous avez la partie avec les égal nombres, là. C'est ce qu'on appelle les initialisations, c'est-à-dire que ce sont, si on regarde en termes de recettes, en fait, c'est ce qu'on fait avant de vraiment se mettre au travail dans la recette. Donc, par exemple, on va peser, on va prendre 100 grammes de farine, 10 grammes de sucre ou je ne sais pas quoi. On va les mettre dans des bols, on va préparer, en fait, on va initialiser le travail. C'est-à-dire qu'on va préparer tout ce qu'il faut pour après que le travail puisse se faire. Donc là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit n, tu l'initialises à 0, c'est-à-dire qu'en gros, dans la case mémoire n, tu mets 0, et dans la case mémoire u, tu mets 3. Donc au lieu d'être des flèches, là, cette fois, ce sont des égales directement. Pourquoi on ne le fait pas dans l'algorithme écrit en langage naturel? Parce que le égal, en maths, n'a pas la même fonction. Normalement, ce n'est pas une fonction d'attribution, parce que là, en fait, on attribue à n et à u des valeurs. Un égal en maths, normalement, c'est pour désigner vraiment deux quantités qui sont les mêmes, qui sont égales et tout le temps. Pas quelque chose qui va varier, auquel on va attribuer telle ou telle valeur en fonction du besoin. Le égal, normalement, ne sert pas à ça. Bon, là, dans Python, c'est le égal qui a été choisi, mais ayez bien en tête que le égal de Python correspond bien à une flèche, c'est-à-dire à une attribution, au fait de rentrer un nombre dans la case mémoire. Ça veut bien dire ça, le égal. Donc là, on a mis n à 0 et u égale à 3 parce que le premier terme de u, c'est 3 et que le premier n, c'est 0. Alors pourquoi tout à l'heure, on n'a pas initialisé u et là, oui? Parce que tout à l'heure, elle n'était pas définie par récurrence, donc on n'avait pas besoin du premier terme, elle était tout à fait, il était capable de le calculer tout seul, Python. Là, non. Là, comme elle est définie par récurrence, c'est comme sur les calculatrices, on a besoin de lui donner le premier terme pour qu'il soit en mesure de calculer les termes d'après. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer justement de la case mémoire u. Ensuite, alors, tant que, et là il nous manque justement la condition. Nous, on voudrait savoir à partir de quand un dépasse m. Donc, on veut qu'il fasse le calcul tant que ce n'est pas encore le cas. Donc, comme tout à l'heure, dans le tant que, en fait, on met finalement le contraire de ce qu'on veut obtenir parce qu'on lui demande de faire le calcul tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on veut, justement. Voilà. Après, dès qu'on a obtenu ce qu'on veut, on s'arrête. Et c'est là qu'on affichera le résultat. Donc si je veux dépasser m, je vais lui dire de calculer tant que m n'est pas dépassé, c'est-à-dire un, d'ailleurs c'est u, pardon, c'est pas un, u inférieur strictement à m.
Et vous voyez, à ce moment-là, quand il voit ça, il va chercher m dans sa mémoire, et lui, à cet endroit-là, il saura que en fait, c'est m qui vaut 1000, donc u inférieur à 1000 dans ce cas-là. Si j'ai mis ça au départ, après si je mets 10 000, et ben, il le fera avec 10 000, etc. Donc ça a vraiment cet avantage-là aussi, c'est qu'il va adapter en fonction des valeurs de m qu'on lui donne. Donc là, il comprend que tant que u est en dessous de 1000, il faut qu'il fasse les calculs qui suivent. Donc il faut qu'il fasse les actions. Donc ça, ce sont les actions justement à réaliser tant qu'on est sous la contrainte que u est inférieur à m. Alors la première, vous la reconnaissez, je pense, puisque c'était tout à l'heure dans l'algo avec une flèche, comme ça, hein. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pour faire passer au rang d'après. Donc si le u tel que, là où on en est toujours inférieur à m, et ben, je passe au rang suivant. Donc à la place de n, je mets n plus 1. Donc là, il va comprendre, par exemple, au début qu'il va mettre 1. Et qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander de calculer le terme suivant. Parce que là, on ne l'a pas fait encore, puisqu'on ne pouvait pas le faire dans le temps que. On pouvait, mais comment dire? Si on fait ça, on perd le premier rang, en fait. Si on veut tester aussi le premier rang, il faut commencer par U. Et après, on calcule le suivant, et etc. Donc là, si je calcule le suivant, je vais lui donner la formule, parce qu'à un moment, il faut lui donner quand même pour qu'il puisse le calculer. 3un moins 2, donc si un c'est U, ça va faire 3u moins 2. Des fois même, on rajoute 3 fois U moins 2 pour que ce soit bien clair. Voilà, donc là, il aura bien calculé son terme. Et il va continuer à chaque fois. Donc là, si je prends cet exemple-là, 3 fois U, il va aller en mémoire. Son U, il vaut 3. Donc il va faire 3 fois 3 moins 2, du coup. Et il va trouver 7. Et le résultat, donc 7, hop, il va le remettre dans U à la place de 3. Et du coup, U est en quelque sorte mis à jour. Il est recalculé à chaque tour de boucle. Donc là, après, on remonte au début du temps que. Et on continue. Est-ce que U est inférieur à M? Ah ben oui, 7 c'est inférieur à 1000. Donc je continue. N, je le passe à 2. Et U, je calcule le suivant. Donc je vais faire 3 fois 7 moins 2. Donc ça va me donner 19. Et hop, je remets 19 à la place de 7. Et je reviens, etc. etc. Et il y a un moment où je vais dépasser 1000, justement. Il y a un terme, parce que... bon, là, l'exercice est bien fait. Vous avez, ils vous le disent d'ailleurs, elle diverge vers plus infini. Donc c'est sûr qu'il y a un moment, elle va dépasser 1000. Vu qu'elle va carrément vers plus infini. Et donc le moment où elle va dépasser 1000, hop, le temps que va s'arrêter. Et le dernier n qui aura été calculé, justement, ce sera le premier pour lequel la suite dépasse 1000. Et donc on lui dit return n, c'est-à-dire, return ça veut dire afficher en fait, ça veut dire de nous retourner le résultat. Voilà, donc on lui dit d'afficher n. Après, bon, si vous faites du Python, vous verrez que le return, il n'est pas toujours obligatoire. Bon, bref, je ne vais pas aller dans ce genre de détails là pour l'instant. C'est déjà, vous comprenez le corps du programme, vous comprenez à peu près comment ça fonctionne. C'est bien. Révisez-les bien. J'aimerais bien que vous soyez en mesure de justement savoir réécrire quelque chose comme ça. Là, c'est considéré comme un algorithme basique là, hein, un algorithme classique, disons. Donc c'est le genre d'algorithme qu'il faut maîtriser quand même pour arriver en terminale. Alors ce que je vais faire juste avant de terminer, je vais vous écrire les correspondances langage naturel, langage Python pour les deux. Comme ça vous fera un peu plus peut-être d'exemples de matière. Je vais le faire en bleu par exemple. Donc celui-là, si je l'écris en langage naturel, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre n reçoit 0. Alors, en langage naturel, on ne met pas toujours le nom de la fonction, mais on peut aussi. Souvent, quand on l'écrit en langage naturel, on le met comme ça. U reçoit 3. Si je l'écris donc en langage naturel, après c'est un tant que. Tant que U est inférieur à M, donc selon la valeur de M, vous avez bien compris que ça s'adaptera en fonction de ce que vous avez mis là quand vous appelez la fonction. Tant que U inférieur à M, faire N reçoit N plus 1 et U reçoit 3U moins 2. Fin du temps que et retourner N. Voilà ce que ça donne donc en langage naturel. D'accord, c'est vraiment la même chose, hein, c'est une histoire de traduction, c'est tout. Juste, je reviens sur le fin tant que. Quand on est en langage naturel, on l'écrit pour bien savoir où s'arrêtent en fait les actions
à exécuter, parce que bon, le retourner n, si jamais on met pas le fin tant que, après tout, il est peut-être dans le temps que. Donc on va nous retourner n à chaque fois. On aurait pu d'ailleurs, on aurait pu mettre un retourner n ici. Bon, bah, il va nous afficher tous les rangs au fur et à mesure. Et encore, bon, retourner, enfin, bon, bref, là aussi, je rentre dans les détails de Python, mais bon, le return, normalement, n'est vraiment qu'à la fin. Mais il y aurait d'autres façons de faire afficher éventuellement tous les n, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'on écrit un fin tant que, pour savoir où il s'arrête. Python, lui, il a un système d'indentation, c'est-à-dire que du moment où on a laissé l'espace ici, il comprend que tout ça, c'est dans le tant que. Et quand on revient au début de la ligne, il comprend qu'on n'est plus dans le tant que. C'est pour ça qu'il n'a pas ce fin tant que. Justement, dans le 33, si je l'écris en version Python, cet algorithme, donc admettons que je l'appelle, je peux l'appeler rang d'ailleurs aussi. Donc def, vous avez compris, dès que vous créez une fonction, de toute façon, dès que vous créez une recette, vous l'appelez def, enfin vous mettez def. C'est pas que vous l'appelez def, c'est que vous mettez def pour qu'il comprenne ce que vous faites. C'est là où justement, en gros, ça veut dire créer, quoi. Voilà, def. Donc rang, et là je vais rien mettre entre parenthèses parce que là j'ai pas un rang qui varie. Le rang c'était, enfin le seuil. Le seuil qu'on voulait atteindre c'était 10 puissance 4 et il nous avait pas demandé de le faire varier. C'est 10 puissance 4 et c'est tout. Du coup j'ai rien à mettre là-dedans. Ensuite n qui reçoit 0 c'est donc n égale 0. Tant que c'est while. Donc while n carré moins 3n inférieur à 10 puissance 4. Faire, il n'y en a pas, c'est les deux points. Il ne faut pas les oublier, par contre, les deux points sur Python. N reçoit n plus 1, c'est n égale n plus 1. Fin tant qu'il n'y en a pas. Et donc, à la fin, return. Et vous voyez que je respecte. Hein, c'est pas pour rien que je mets des espaces. Hein, c'est vraiment comme ça dans Python. Return n. Voilà ce que ça donnerait donc sur Python. Parce que je rappelle que c'est le langage qui est au programme du bac. C'est le langage officiel au lycée maintenant. Donc, il faut aussi savoir savoir traduire en fait en Python. Voilà, au moins ça vous laisse un petit peu matière à réfléchir. Et juste pour la toute dernière question du 30, bon, rien d'extraordinaire, hein, vous demandez que renvoie le rang 1000. Alors ce que j'ai fait, c'est que, enfin rang 2000, ce que j'ai fait, c'est que là aussi j'ai tapé la suite sur la calculatrice. Et donc l'idée, c'est de trouver à partir de quel rang on dépasse 1000. Et sur votre calculatrice, vous voyez, vous voyez plus. Vous voyez que c'est à partir de 1459 qu'on dépasse 1000, c'est-à-dire à partir du rang 6. Du rang 6. Donc ça veut dire que la commande, ce qu'on appelle la commande, c'est quand vous demandez à Python, par exemple, d'exécuter la recette que vous lui avez donnée, c'est-à-dire la fonction. Et donc justement, si vous voulez lui demander, ce que je disais tout à l'heure, hein, pour lui demander d'exécuter, j'ai même pas fait exprès, j'ai pris 1000 comme eux, bon, de chercher donc à partir de quel rang on dépasse 1000, et ben le def, vous ne l'écrivez plus parce que c'est qu'au moment où vous créez votre recette que vous écrivez def, vous prenez juste le nom, c'est rang, et à la place des lettres, là, des paramètres, des données, vous mettez les nombres, ou les mots d'ailleurs, parce que des fois ce sont des mots aussi qu'on met là, vous mettez les nombres qui vont concerner votre recherche à vous à ce moment-là. Donc ici, si on lui demande rang et entre parenthèses 1000, il va nous renvoyer 6, puisque c'est à partir de 6. Donc lui, il va faire tous les calculs tant que le U ne dépasse pas 1000. Et à partir du rang n égale 6, il va trouver 1459, ça dépasse 1000, donc il s'arrête. Et il vous renvoie le n, c'est-à-dire le 6. Voilà, bon, j'espère que ça va à peu près. Évidemment, la partie algo, c'est normal hein, que vous pataugiez un peu plus, puisque c'est déjà en général plus abstrait pour vous, plus compliqué, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ça n'allait pas forcément en soi, mais vous avez pas assez d'entraînement pour le trouver simple. Et en plus, cette année, on en a fait assez peu par le contexte qu'on a eu et le temps aussi dont on a disposé. Donc forcément, ne prenez pas peur si Python pose un peu plus problème. Je pense qu'il faut s'entraîner, il faut essayer. L'année dernière, on a dû certainement vous faire installer Piso ou un équivalent pour pouvoir faire du Python sur votre calculatrice, voire même sur une tablette. Même sur un téléphone, hein, ça peut s'imaginer, il faut voir, il y a des applications qui permettent de le faire. Donc ça serait intéressant pour vous, je pense, de le tester, de le taper vraiment, de voir ce que ça donne, de vous mettre bien à niveau là-dessus, parce que moi je ferai ce que je peux, mais c'est vrai que je vous le cache pas, j'aurais pas forcément le temps de faire le Python comme on aurait dû le faire en classe de première. Donc bon, on va essayer de faire au mieux.
Mais essayez de votre côté de persévérer là-dessus aussi. Voilà, bon, ben, en tout cas, ça termine ce chapitre de partie 1, donc sur les suites. On y reviendra, donc surtout n'oubliez pas tout ça, on aura une partie 2 qui serait, qui sera, qui devrait, en fait, ça que je voulais dire au départ, qui devrait être, je pense, plus accessible. Je pense notamment à la première partie qui posait quand même problème à certains. Parce que finalement, là, on a posé toutes les bases. C'est-à-dire qu'on a posé toutes les généralités sur les suites, enfin toute une bonne partie. Et là, dans la partie 2, on appliquera ça à des suites particulières. Donc, normalement, vous perdez moins dans la mesure où on va travailler tout le temps sur le même type de suite. Donc bon, ça devrait aller. Voilà. Bon, bah, bon courage en tout cas à tous et à très bientôt sur la fonction exponentielle, du coup, puisque là, on va changer de chapitre, ça va vous changer un petit peu et on sera sur les fonctions. Voilà, à bientôt.